Hello Maxime. Hello! C'est parfait. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Hello Maxime, trop content de t'avoir sur Réseau Pointé. Bah écoute, de même, merci de m'avoir. L'idée, c'est de parler de Vertical Station, comme tu t'en doutes, et des contenus que tu avais mis en place à l'époque, et de ce nouveau projet, Time Left, qui met en avant le fait que je pense que quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est important de garder un peu d'hygiène de vie et des challenges pour soi personnellement. Mais tu nous en diras un petit peu plus. Peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire justement comment est-ce que tu en es arrivé là? Je m'appelle Maxime, j'ai 38 ans, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur il y a ma dernière entreprise s'appelle Minute Buzz, plus connue sous le nom de Minute Buzz, mais qu'on avait renommée avant que je parte en Vertical Station, qui a été ma plus grosse histoire entrepreneuriale pendant 10 ans, de 25 à 34 ans. Que j'ai revendu à TF1 en 2019 et dont j'ai quitté l'aventure en fin d'année 2019. C'était un groupe média. Alors nous, notre spécialité, c'était la création de contenu sur les réseaux sociaux. En 2016, on a été le premier média à croire à 100% dans les plateformes. Donc de 2016 à la marque existe toujours, hein, on était spécialisé dans les productions de vidéos sur différentes thématiques, les vidéos drôles, les vidéos cinéma, féminisme, food, on avait beaucoup de verticales. Et c'est une boîte de 90 personnes à la fin. Et quand je l'ai revendue, je savais pas trop quoi faire de ma vie à 34 ans. Et j'ai eu une idée de faire une liste de 100 rêves. Et j'ai pris 2 ans pour réaliser une grande partie de mes rêves, qui m'a lancé sur l'idée de ma nouvelle boîte que j'ai en ce moment maintenant depuis 2 ans, qui s'appelle Time Left, historiquement qui était une plateforme de bucket list pour échanger ces bucket lists. Et on a migré et on pivote on a pivoté plusieurs fois et maintenant on est une application qui permet de rencontrer des gens à Lisbonne en petits groupes. Donc c'est un secteur moi qui me tient à cœur, c'est la rencontre au sens large, c'est-à-dire quand tu es nouveau dans une ville, quand tu te sens un peu seul, quand tu sais pas comment créer des connexions. En fait, il n'y a pas trop d'alternatives aux applications de dating. Et nous, on a vraiment envie de connecter les gens sur quelque chose d'autre que uniquement la relation amoureuse. Et à côté de ça, je suis investisseur et je fais 2, 3 projets toujours sur ce même domaine de la connexion. Voilà. Bien complet. Et du coup, Minute Buzz, ça t'est venu comment d'ailleurs à l'époque? Parce que c'était très, Euh, très avant-gardiste. Là, on parle il y a ouais, 14 ans. après ça a migré. Je pense qu'on est devenu très avant-gardiste sur la fin, mais à la base, on a commencé un peu comme tout le monde. En 2010, j'ai eu l'idée de créer un blog et la thématique du blog était simple, hein, c'était de parler uniquement des bonnes nouvelles parce que j'en avais un peu marre de voir que des choses négatives à la télé ou dans la presse. Donc Minute Buzz, c'était la minute buzz, quoi. C'était des buzz, des vidéos sympas, des vidéos drôles, que des contenus positifs. Et ce petit blog est devenu un peu plus gros et au final, on a levé un peu d'argent, puis on s'est structuré avec une petite équipe, c'est devenu un média au sens classique du terme. Donc, on était un site internet avec, comme n'importe quel site internet. Et où on a vraiment, vraiment décollé, c'est quand, en 2016, je croyais plus trop dans le fait que le contenu était en dehors des plateformes et qu'il fallait être à l'intérieur des plateformes. Et donc, en 2016, on est devenu le premier média à fermer son site internet et à devenir 100% vidéo et 100% social. Et c'est à partir de là où on a une folle croissance, qu'on est passé de 300 000 abonnés à 18 millions d'abonnés en l'espace de 2, 3 ans. Et du coup, c'était essentiellement YouTube, la plateforme sur laquelle tu t'es axé quand tu as Non, lancé? YouTube, malheureusement, c'est une plateforme qu'on n'a jamais pris et à chaque fois qu'on a essayé, c'était pas nous parce que maintenant un peu moins parce que les plateformes, je pense, sont de plus en plus similaires. Tu vois, il y a les shorts dans YouTube, mais nous, on s'est dédié vraiment à la vidéo courte. Tu vois, 30 secondes, voire une minute grand max. Et donc, c'était pas du tout le format YouTube à l'époque. Et donc, on a vraiment mis ça de côté. Est-ce que c'était une bonne chose? Je sais pas. En tout cas, notre force a été de savoir faire des contenus courts et accrochants sur Facebook, Instagram et TikTok. Et vers la fin, on faisait 200 millions de vidéos vues par mois. Donc, nous, notre spécialité, c'est vraiment ça, quoi, les contenus courts sur ces plateformes-là. Et tu le monétisais, ça? C'était quoi le business model de...
Vous On avez... monétisait, alors au début non, et heureusement à la fin il y a un truc génial qui est arrivé pour nous, ça s'appelait la break, donc Facebook a commencé à monétiser ses vidéos, donc en tant qu'éditeur on avait un revenu sharing sur les vidéos. Mais non, non, nous notre équipe était constituée, enfin l'équipe de production elle servait à deux choses. La première à créer des contenus gratuits pour nous, donc des contenus qui nous font plaisir pour animer notre communauté. Donc sur Minibuzz, tu avais une quinzaine de vidéos par jour sur différentes choses. Et de fait qu'on ait cette énorme audience de 25-35 ans, en fait, les marques venaient nous voir pour qu'on aille créer des contenus avec eux, qu'on venait diffuser auprès de cette audience. Ou alors, plus tard, on a créé une agence de marketing, une agence de branding, et on aidait aussi on servait de notre expertise pour créer des contenus viraux, pour aider les marques à créer des contenus chez eux aussi. Donc, on avait un peu ces deux. Donc, c'est de la marque blanche et du brand content. Enfin, 100% de notre business, enfin, 80% c'était brand content et 20% c'est de la marque blanche. Ouais, donc, tu as créé ta communauté sur laquelle tu pouvais directement shooter les contenus que tu vendais aux clients. Donc, tu faisais régie et boîte de Ouais, prod en même temps, quoi. ouais, c'était la force, c'était qu'au lieu d'aller voir une régie, au lieu d'aller voir une boîte de prod et lui demander une vidéo, et ensuite aller voir une régie où les deux se parlaient pas et n'étaient pas forcément incentivés de la même façon, nous, en fait, on créait un contenu qu'on savait qu'elle allait plaire à notre communauté, on garantissait des milliers de vues, et en fait, ça marche, ça a vraiment bien marché. Ouais, 2016 jusqu'à 2019, c'était vraiment 4 belles années. Et tu penses que c'était un besoin qui existait ou c'était juste l'opportunité? Aujourd'hui, tu vois beaucoup de contenu beaucoup de sociétés, de personnes, de pages d'entreprises qui essaient de créer des médias et des communautés. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé et vous étiez là au bon moment ou est-ce que c'est parce que le format n'existait pas? En fait, il y a plein de vagues. Il y a des vagues Internet. Il y a la vague Internet, comme dans les années 2000. Il y a eu la vague Facebook, il y a eu la vague Instagram, et ensuite il y a eu la vague TikTok. En fait, je pense qu'on a juste été là au bon moment, c'est-à-dire en 2016, quand on a vu que les pages Facebook étaient en train d'exploser, que Facebook mettait l'accent fort sur la vidéo. On s'est dit, bon, en fait, c'est la priorité de Facebook, donc nous, on va se mettre dans leur priorité. Et on s'est mis à produire des vidéos, et en fait, au début, on faisait, tu vois, 10 000 vues par vidéo, puis 3-4 mois après, on faisait 100 000 vues, puis 1 million, puis on s'est dit, voilà. Et comme en fait, Facebook poussait à mort ses contenus vidéo, le fait que nous, on en produise beaucoup, bah, en fait, on a été poussé naturellement. Mais c'est un truc qui est assez cyclique, hein. Quand en 2017, on s'est mis à fond sur Instagram, tout le monde disait, ouais, mais non, Instagram, c'est une mode. En 2018, on a été dans les premiers à aller sur TikTok et tout le monde nous disait, non, mais TikTok, c'est pour les gamins, ça va pas marcher, etc. Donc, t'as des effets de vague. Et en fait, si t'es au début de la vague, bah, t'es porté par la vague. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent une fois que c'est trop tard. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui disent, ouais, il faudrait que je me lance sur Instagram. Mais maintenant, enfin, se lancer sur Instagram, c'est toujours possible, hein. Il y a plein de gens qui arrivent, je dis pas le contraire. C'est juste, c'est beaucoup plus dur que quand, en fait, t'es au tout début, quoi. Donc maintenant, si demain je devais être une marque et me lancer sur un média, je regarderais en fait quels sont plutôt les médias qui sont en train de monter, plutôt que d'essayer sur les médias trop établis, quoi. Ouais, de toute façon, on le voit un petit peu dans l'histoire des différents réseaux sociaux qui se sont créés. Ils ne se sont jamais créés en disant on est un réseau social pour les 18-25. Ils ont Non. créé le réseau social avec le format et c'est la communauté la plus affinitaire qui a fait que ce réseau social est devenu le réseau social des 18-25. Ouais. Donc en fait, quel que soit le nouveau réseau montant, toi, ta reco, c'est de partir dessus et de créer parmi les premiers. Ouais, et surtout de s'adapter à ce que veut la plateforme. Donc demain, tu vas sur Instagram, bah faut faire des reels. Tu vas sur TikTok, faut faire tel format de vidéo. En fait, chaque plateforme a un format star qu'ils ont envie de pousser. Donc l'idée, c'est d'aller là-dessus. Quand nous, on a fermé notre site internet en 2016 et que tous les autres médias étaient là, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des fous, ils vont être complètement dépendants de Facebook. Bah, en fait, on s'est juste dit à un moment donné, Facebook va arrêter d'envoyer du trafic sur les sites, et c'est ce qui s'est passé. Et donc t'as deux solutions. Enfin, les gens, ils gueulaient sur Facebook, mais ça sert à rien de gueuler. Soit t'as une source de trafic, t'as une communauté qui est là, une audience qui est là, mais c'est à toi de jouer avec les règles du jeu. Si tu joues pas avec les règles du jeu, c'est pas grave, mais dans ce cas-là, te plains pas, quoi. Donc, je pense que si demain, tu vois, si tu veux faire de l'Instagram et que tu fais pas de vidéo, par exemple, ou de reel, bah, tu vois, tu vas juste ramer un peu plus que les autres, quoi. Donc, si t'es pas capable ou si si t'as pas envie, en tout cas, d'être face cam, bah, fais des podcasts, fais des newsletters. Il y a des gens qui font des succès fous maintenant sur newsletter. Je veux dire, choisis ton arme. C'est-à-dire, si t'es très bon à l'écrit, bah, fais de la newsletter. On va pas te forcer à essayer de faire un truc sur Instagram avec des contenus écrits, tu vois, je pense. Et ça, c'est la partie que tu avais en conseil pour accompagner les clients. Ouais, Vous le faisiez bah, aussi, c'est vous exactement ce qu'on leur l'exécutiez un disait. peu? On leur disait sur les plateformes sociales, la pub, ça marche pas, c'est la pub telle quelle. Je sais pas si on se souvient, mais en 2016 encore, il y avait ces marques qui débarquaient en disant j'ai un spot télé, venez on le diffuse tel quel sur Facebook, tu vois.
Et tu te prenais un Euh, spot de 45 secondes. Ouais, enfin, tu prenais un truc qui avait pas de sens, ou par exemple, l'exemple le plus parlant, moi je trouve, c'est le cinéma. Le cinéma, pendant longtemps, prenait une bande-annonce et la diffusait telle quelle sur YouTube ou à la télé, et ça, sur YouTube, ça marche. Tu vois, c'est noir au début, c'est pas trop ce qui se passe. Sauf que sur Facebook ou Instagram, le scroll, en fait, change complètement la dynamique. Et quand la vidéo se lance, mais si au bout de 2 secondes, l'écran, il est toujours noir parce que tu as décidé que c'était noir et que ça rentrait dans la forêt avec des bruits, non. Il faut que les 3 premières secondes, elles sont super impactantes. Et donc maintenant, ce que font les distributeurs de cinéma, c'est pas con, hein. Ils font 4 secondes où tu vois plein d'images du film dans tous les sens. Ils ont capté ton attention et là, ils te remettent au début de la bande-annonce où là, c'est noir et ça commence, etc. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a essayé d'accompagner nos clients. Ça a été très, très dur parce que bah, la plupart du temps, les décisionnaires chez les clients, c'est des gens qui sont pas du tout au fait de ce genre de choses. Et puis petit à petit, bah, à force de voir tu vois, des case studies qui marchent, bah, les marques s'adaptent et ça prend un peu de temps. Mais généralement, les marques, elles y arrivent, tu vois. Donc toi, ta reco, c'est d'abord réfléchir à sa stratégie de diffusion pour adapter et créer ton contenu en fonction, et pas l'inverse. Ouais, la création de contenu, l'avant-dernier. C'est en gros, si demain t'es une startup ou une entreprise, c'est sur quoi tu te sens à l'aise? Qu'est-ce que tu as comme matériel aussi? Est-ce que tu as des choses à raconter? Qu'est-ce que tu as à raconter? Et ensuite, bah, va voir sur quelle plateforme tu penses que c'est le plus adapté. Et en fonction de la plateforme, bah, tu as une typologie de contenu qui est la plus adaptée. Donc, tu mets tout ça bout à bout, fait qu'à la fin, bah, tu vois plus ou moins ce qu'il faut produire. Et ça, je pense que c'est une erreur, c'est une grave erreur de partir de l'inverse, de dire, j'ai absolument envie de faire de ce format et d'essayer de le diffuser partout. Il y a peu de chances que ça marche. Bah, ça, on le voit de plus en plus. Mais ce qui m'amène à un autre point, c'est que toi, tu as toujours eu un personal branding qui était très très fort. Maxime Barbier, tu vois, c'est une buzz. C'est les deux pesaient autant dans la balance. Et d'ailleurs, tu te mettais très souvent en avant, mais pas dans le sens toi personnellement, mais en ambassadeur de ta propre marque. Est-ce que Mhm. tu penses que ça a joué quelque chose de positif et qu'aujourd'hui, le personal branding a une vraie stratégie sur les Euh, réseaux sociaux et notamment LinkedIn? ouais, moi, LinkedIn, j'ai un peu de mal à ce qui se passe sur LinkedIn, vraiment, pour être honnête. Mais oui, le personal branding est un axe marketing comme un autre. Il y a plein de livres sur le sujet de comment se marketer en tant que CEO, en tant que fondateur. On appelle ça la Founder Stories. En tant que founder, on aime les histoires et on aime les histoires d'entrepreneurs et on aime savoir un peu ce qui se passe derrière. Après, faut bien, c'est un juste milieu. C'est-à-dire qu'être trop accroché à sa marque, ça peut avoir des intérêts comme des inconvénients. Si demain tu dégrades ta marque personnelle, bah, ta marque professionnelle en prend un coup. Et l'inverse aussi, tu vois, si ta marque professionnelle se dégrade, bah, tu es attaché avec. Donc je pense qu'il n'y a pas de mieux l'un ou l'autre. On en revient toujours à la même question. Par exemple, moi, pendant 9 mois quasiment, j'ai eu un format comme Gary Vaynerchuk. Je sais pas si vous connaissez Gary Vaynerchuk. Le concept, en gros, ça vient de Gary Vaynerchuk qui avait lancé un format qui s'appelle le Daily V, où en fait, pendant 10 minutes, enfin, il se faisait filmer tous les jours avec un mec. Donc, il y a un mec qui le filmait du matin au soir. Donc, il se prenait toute la journée au bureau avec un microphone. Il filmait les Ok. réunions, les interviews, tout, 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 tout. Et il produisait ce 10 minutes par jour de documentaire, en fait, de la vie d'un entrepreneur. Et moi, j'ai fait la même chose pendant un an, où j'avais ce mec qui me suivait en permanence et je produisais du contenu. Donc, non pas quand il diffusait sur Minbuzz, mais que moi, je diffusais sur ma propre marque. Et en fait, ce contenu a été vachement charrié, hein, évidemment, parce qu'en France, on n'est pas trop prêt à ce genre de choses, donc il n'était pas beaucoup critiqué, mais en même temps, ça donnait une vraie exposition à ce qui se passait à l'intérieur de la boîte. Donc, tu voyais l'envers du décor, tu voyais les réunions, tu voyais, on donnait des tips, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai vraiment leveragé sur ma marque personnelle, mais j'ai pris aussi des gros coups où il y a plein de moments où j'ai regretté d'avoir leveragé sur ma marque personnelle. Donc, il y a aussi un truc, c'est est-ce que la personne est OK pour s'exposer, tu vois? Mhm. Parce que Ouais, puis s'exposer, c'est qui dit s'exposer, dit s'ouvrir à prendre des droites, quoi, tout simplement. ouais, je me souviens de deux, trois sujets. Mais Ouais, deux, trois sujets qu'on n'est pas obligé de rentrer dedans. on va pas Deux, évoquer. trois bad buzz, ouais, voilà. Mais je vois très bien. Après, c'est vrai que c'est plus facile, je pense, quand tu es une PME ou une startup, de faire une founder story que quand tu vas t'appeler un BNP Paribas ou une boîte du CAC. Alors là, qui est-ce que tu mets dedans, quoi. En plus, ça dépend de leur qualité de storyteller. Ouais, 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 bah, tu vois, on en revient à la même chose. Enfin, tu peux avoir ta Founder Stories, mais tu peux l'avoir en vidéo, tu peux l'avoir en newsletter, tu peux faire un podcast. Tu vois, typiquement, ce que tu es en train de faire là, c'est très bien aussi. C'est-à-dire que si tu te sens pas à l'aise de faire tes propres contenus, bah, tu peux très bien lancer un podcast sur le sujet qui est lié à ta boîte, à ce que tu vends, par exemple, et tu vas interviewer des gens toutes les semaines et tu crées ton contenu comme ça. Mais moi, je trouve ça bien. C'est juste que, bah, faut être conscient que ça vient avec certains risques, quoi. Et tout le monde n'est pas à l'abri, tu vois. Non, surtout, ça fait très
plaisir à certains de venir te déglinguer. Ça prend 5 minutes et ça sert à Ouais, rien. ça, c'est Et un, t'es c'est un autre justement par sujet. ton contenu. La critique sur Internet, elle est très violente, hein. Donc, à partir du moment où tu t'exposes, tu vas forcément prendre des critiques. Et au début, ça fait mal. Tu te lèves un matin, il y a un mec qui te connaît pas, il t'a jamais vu et il t'insulte gratuitement. Ah bah, ça te perturbe un peu. Bon, après, tu t'habitues. Ouais, tu laisses couler, tu prends du recul. Mais Ouais. du coup, pour revenir sur un sujet qui m'a taraudé personnellement, moi, à l'époque, mais je pense qu'il y a une raison qui peut être intéressante. Pourquoi est-ce que tu as fait autant de contenus différents, notamment Fresh, je ne sais plus comment ça s'appelait pour la food. Super T'as fait bon héros, ouais. exactement. C'était Bah, créer des en fait, communautés. non, quand tu veux faire de la croissance, tu as plusieurs stratégies. Tu as une croissance d'aller sur la même verticale. Donc, nous, on était sur la vidéo drôle, large, donc tu touches plein de gens, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait un certain plateau. On avait atteint 5 millions d'abonnés, je crois. Et en fait, on s'est dit, bah, soit on essaie de pousser encore ça plus, ou alors, en fait, juste tout simplement, on ouvre des nouvelles niches. Donc, on a pris le cinéma au début, après, on a pris la food, après, on a pris le contenu sur les femmes et le féminisme, après, on a pris l'écologie. Donc, après, on s'est dit, OK, on a une expertise, on sait faire des choses qui marchent, et ben, on a juste dupliqué. Donc, au lieu d'essayer d'avoir une Minute Buzz qui allait prendre, je sais pas, 10 millions d'abonnés, on s'est dit, bah, on va ouvrir des verticales. Donc, on a verticalisé. D'où l'idée aussi un peu de Vertical Station. En fait, on crée des verticales toujours sur la même chose, 100% vidéo, Facebook et Instagram et TikTok, on dupliquait ce qu'on savait faire. Et ça nous semblait une stratégie plus simple à mettre en place. Et pour le coup, ça a marché parce qu'on est passé de 5 millions à 18 millions, tu vois, sur les plateformes. Et ça peut s'adapter dans une boîte. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui est au marketing et à la com d'un grand groupe. Elle peut se dire, je crée un média, enfin un podcast à son échelle pour ses clients ou ses collaborateurs, et se dire, je vais faire plusieurs capsules. Tu penses ça plus pertinent ou Bah, c'est là, l'exemple que tu donnes, c'est quand Minute Buzz fait une marque cinéma, c'est comme si toi, tu faisais des vidéos de mariage et d'un coup, tu dis, je vais faire des vidéos de séminaire. En fait, on a juste verticalisé notre expertise. Donc, faut pas oublier que j'étais un média. Donc, si demain, tu vends des parfums et que tu dis, allez, je vais aller faire mon média et faire des podcasts, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Là, l'idée, c'est que nous, on a verticalisé notre expertise. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une seule thématique, on s'est mis à faire plusieurs thématiques, mais toujours en faisant du média vidéo. Donc, si demain tu fais de la com et que tu veux, je sais pas, tu as une marque de parfum et que tu es responsable com d'une marque de parfum, tu as plusieurs choses pour faire connaître ta marque. Alors, il y a les ads, il y a tu vois, les campagnes d'email, il y a la vidéo, les podcasts, faire des pubs TV, enfin peu importe ce que tu veux, mais ça revient au même. C'est en gros, si demain tu veux faire la com, sur quelle verticale tu veux aller. Et au sein d'une même verticale, après, tu as encore d'autres choses. Mais, mais faire un média, c'est un métier. C'est-à-dire que je suis pas mis Je à te faire pose de la la. question parce que c'est quelque chose qu'on reçoit énormément en brief en ce moment. Eh, on veut créer un podcast et tout. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte de l'énergie, le temps et l'expertise que ça demande. Parce que c'est pas parce que tu vas lâcher un podcast que les gens vont bien l'écouter. Ouais. C'est Ouais, parce qu'il y a une différence. En fait, dire je veux lancer mon podcast, très bien, mais ce que les clients ont derrière la tête, c'est pas ça. Ils disent je veux lancer un podcast qui marche. Et le problème entre un podcast et un podcast qui marche, c'est avoir des auditeurs, c'est avoir du trafic, tu vois, et tout ça, ça prend énormément de temps, énormément de budget. Tout dépend ce que tu veux faire. Si tu as une campagne, si tu as un temps fort en tant que marque, autant investir dans un podcast qui a déjà pignon sur rue et qui fait de l'audience que d'essayer de te dire que je vais essayer de sortir un truc from scratch, tu vois. Après, Mhm. oui, on a cette illusion, et beaucoup de clients l'ont eu, cette illusion que sur le long terme, oui, si tu arrives à lancer un podcast et qu'au fur et à mesure, ton truc, il arrive à avoir 500 000 auditeurs par mois, bah, en fait, tu as un asset de marque qui est très, très fort. Mais ça, il y en a combien qui arrivent, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, c'est une stratégie qui est très risquée. Et dernière question là-dessus avant de switcher. Toutes les marques qui ont réussi par la notoriété, et ça peut être par exemple, tu parlais tout à l'heure de parfums, mais toutes les boîtes de luxe ou de cosmétiques qui ont des millions d'abonnés sur leur compte, est-ce que tu penses qu'ils peuvent réussir à convertir ces abonnés qui finalement n'ont plus réellement de contenu, ils sont juste abonnés à la marque pour être abonnés à la marque? Est-ce que ça peut être pertinent pour les marques de switcher sur des podcasts, des contenus ou des prises de parti sur la réalisation? Bah, il faut toujours revenir à quel est l'objectif. Tu vois, si tu es une marque et que tu fais pas assez de ventes, en fait, switcher de plateforme peut être une option, mais est-ce que c'est la plus efficace en fonction de ce que tu es capable de faire? Je sais pas. Typiquement, moi, je suis un grand partisan des ads, même si on avait beaucoup d'organique et beaucoup de contenu où en fait on avait l'accès à cette communauté de manière, on va dire, gratuite. Les ads restent un des meilleurs moyens de tester les choses et de faire du trafic. C'est-à-dire, si demain tu veux ramener du trafic ou faire des ventes, moi je pense qu'il faut faire des ads.
plutôt que d'essayer de construire sa communauté. C'est bien, tu peux le faire, mais je pense que ça dépend en quel stade t'es de ta boîte. Mais si tu commences ou tu vois, en train de te chercher, le business, il n'est pas encore non plus top, le mieux, c'est de faire des ads. Et des ads, tu vas avoir du trafic direct, essayer de faire de la conversion, tu essaies de faire en sorte d'avoir un ROI positif. Et une fois que tu es bien établi et que tu commences à rouler, bon, bah, tu peux peut-être embaucher un mec pour essayer de créer un contenu, une communauté. Mais je pense que dans un premier temps, pour la plupart des gens, je recommande de faire des ads plutôt que d'essayer d'arriver à 10 000 followers, tu vois. Surtout que, in fine, mettre from scratch la production de ta prod et de ton média par rapport à ce que tu vas dépenser en ads, c'est plus économique de dépenser en ads. Et ça, c'est Ouais, encore ouais. un autre sujet. Et avant d'arriver à 10 000 abonnés fidèles qui vont écouter ou lire ou pas faire ce que tu publies, il va se passer du temps, des mois. Et en fait, ces mois, c'est de l'argent, c'est des ressources, c'est tout ça. Donc, tu prends tout l'argent que tu vas dépenser en un an pour essayer de passer de 0 à 10 000 abonnés. Moi, je le mettrais en ads, hein. Bah, Mais bon, surtout que après, pendant ce chacun fait temps-là, ce tu qu'il vas veut. pas en choper. Mais Ouais. Donc, mais après, ça dépend à quel stade de vitesse, c'est quoi ta stratégie, est-ce que tu es plutôt court-termiste, moyen-termiste, est-ce que tu es une outil de vente, enfin, tu vois, c'est tous ces sujets-là où en fait, pour ceux qui écoutent, hein, je ne vais pas l'écouter, c'est-à-dire qu'en fait, chacun est différent et il y a beaucoup trop de conseils qui sont en fait faits si, mais tout le monde est unique, toute situation est unique. Et donc, le seul moyen de savoir, c'est de tester par soi-même des petits trucs et ensuite de suivre la voie qui vous semble la plus adaptée. Mais il ouais, faut pas prendre ça, les 5 conseils pour réussir, c'est les ce que 6 tu conseils, disais ça tout à sera l'heure. mieux. Ah bah là, en ce moment, les solopreneurs qui te font des books, voilà mes tips pour réussir. Effectivement, ils sont sûrement très pertinents, ces tips, quand tu es sur des business spécifiques ou petites entreprises, mais ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Et je pense effectivement que Ouais. tu ne peux pas dire aux gens, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça ferait bien Non, longtemps mais qu'ils c'est auraient comme réussi. l'analogie sur le sport et la perte de poids, je trouve que c'est la plus parlante. Tous ces mecs qui te vendent des programmes pour mincir, pour perdre 10 kilos. Oui, les conseils sont bons et oui, si tu les appliques, il y a des chances que tu perdes du poids. Mais le problème, c'est pas les conseils, le problème, c'est de les appliquer. Et donc, on est dopé à c'est ouais, trop bien, je vais faire Ouais, une formation, je vais apprendre, mais c'est de la théorie, ça. Donc, en fait, le plus simple, c'est d'essayer de faire des choses par soi-même, de commencer petit et d'avancer, tu vois. Et si tu avances au bout d'un moment, ça sera adapté à toi, à ta marque, ta stratégie. Donc, ce truc de conseils, de cours, de formation, c'est bien si tu as besoin de te rassurer un peu, mais au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi. Tout simplement, je pense. oui, et puis le faire à petite échelle. Ce que je vois assez souvent chez les clients aussi, c'est que tout de suite, on veut faire beaucoup et ça demande trop d'engagement, trop de temps et ils se lassent. Parce que Ouais. l'objectif est trop gros et irréalisable. Il faut y aller petit à petit en se donnant des pas de Ouais. côté. Et d'ailleurs, en parlant tout à l'heure d'objectifs de revente, comment vous en êtes venu et comment t'en es venu avant Minute Buzz? C'est un truc que tu avais déjà en optique, c'est… Non, non, parce que quand on a créé ça à 25 ans, l'idée c'était d'avoir du fun dans nos journées. Après, tu vois, au bout d'un ou 2 ans de fun, on s'est dit bon, bah, ça serait bien de faire de l'argent. Donc on s'est dit ok, il faut que ça fasse de l'argent. Puis à un moment, Minebuzz a toujours été une boîte rentable. Donc on s'est dit on se paye des salaires, on embauche des gens. Tu vois, c'est cool. Donc en fait, t'as pas plus envie de vendre que ça parce qu'à partir du moment où chaque année tu grossis, donc tu es dans une dynamique qui te plaît, quoi. Et en 2016, quand on a fermé le site, on a commencé à grossir. Mais quand on a fermé le site et qu'on est devenu 100% social et 100% vidéo, les chiffres chaque mois, c'était hallucinant. On prenait des 100 000 abonnés par mois, mais genre, c'était insane. Et donc, on a commencé à faire du bruit. Et c'est là où en fin 2016, 2017, tu vois, Facebook, ça devait être une mode. Et puis maintenant, les grands acteurs de la télé se sont dit, ah, mais en fait, Facebook, c'est peut-être pas une mode. Les jeunes, ils sont dessus. Donc, qui fait quoi dessus? Et puis, bah, Minibuzz était quand même assez visible. Donc les chaînes de télé sont venues nous voir, elles sont toutes venues nous voir, on a commencé à avoir une discussion. Et au début, tu veux pas vendre, et après tu dis pourquoi pas. Puis, après, les chiffres montrent un peu, donc tu dis bon, allez, why not? Et TF1 nous a beaucoup plu sur le papier parce qu'en gros, on allait faire plus qu'une revente. C'était 3 ans ensemble de synergie où en fait on vendait la boîte, mais on s'engageait à rester 3 ans, à lancer des marques, à faire des partenariats entre la télé et le média, à faire des partenariats entre nos deux régies commerciales et tout. Et donc, c'était une super aventure pendant 3 ans. Ça s'est pas très bien fini, mais en tout cas, les 3 premières années, on était assez ouf. Tu veux en parler ou tu veux pas? Ouais, ouais, on peut en parler, assez public même. Donc, en gros, on s'était mis d'accord pour faire 3 ans et en fait, on avait une incentive qui était basée sur la troisième année. Et en fait, la troisième année, c'est là où Facebook a sorti les pubs, AdBreak, et donc on a fait beaucoup plus d'argent que prévu. Et en gros, on s'est fait un peu sortir mon associé et moi du jour au lendemain, donc ça s'est fini un peu de manière compliquée. Mais
au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma life parce que ça a été tellement court et violent que ça m'a complètement déboussolé et je me suis retrouvé seul sans rien et je me suis dit, mais c'est là où ça m'a vraiment mis face à moi-même et ça m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Et donc, à 34 ans, je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. Et un jour, j'ai écrit Sans rêve. Et depuis, bah, je vis un autre chapitre de ma vie qui est 1000 fois mieux, quoi. Donc, Si je me merci, trompe pas, TF1. ça avait, si je me trompe pas, ça avait commencé avec un trip en vélo en Australie. Ouais, non, ça. Alors, ça, c'est l'un des premiers, ouais. Mais en gros, ça a vraiment commencé parce que vraiment, quand on s'est fait sortir, c'était pas prévu. Donc, pendant 2 mois, j'étais vraiment en déprime, le temps de gérer la situation et tout. Et on m'a conseillé de voir des gens. Et donc, j'ai fait un premier challenge, d'ailleurs, que je recommande, qui est très, très sympa. J'ai pris 100 cafés avec 100 inconnus. Et donc, je me suis Je me ouvert à souviens, je me rencontrer des souviens. gens. Ouais. J'avais même fait une demande. Bon, j'avais pas eu la chance d'en avoir un. J'avais la chance et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a vraiment ouvert sur d'autres horizons, ça m'a aussi réalisé que beaucoup de gens étaient tristes et malheureux et ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Et donc moi le premier. Donc ça m'a un peu botté le cul et c'est de là qu'est née l'idée de faire 100 rêves. Donc j'ai fait une liste de 100 rêves et je suis parti fin 2019 après Noël et qu'on ait réussi à trouver un accord avec TF1 à faire mes rêves. Et donc un des premiers rêves c'était de voyager tout seul, donc je suis parti en Australie et j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande. J'ai couru 100 km, fait un match de boxe amateur, appris l'acro-yoga, Rubik's Cube, appris une langue, j'ai lu 1000 bouquins, enfin tous ces trucs-là. Et c'est une chance, hein, c'est un privilège, hein, je dis pas le contraire, hein, mais c'était 2 ans incroyables, incroyables. Et qu'est-ce que tu en as retiré de tout ça? Là, c'était pas prévu dans le podcast, mais J'en ai ça retiré m'intéresse. que la vie est courte, c'est ce que j'ai tatoué sur mes bras, c'est la vie est courte, le temps passe vite, et on est beaucoup à, j'étais le premier je pense, à pas prendre le temps de s'arrêter sur le chemin et de se demander ce qu'on veut vraiment. Et j'ai 38 ans et tu vois, Minbus, c'était déjà il y a 3 ans. La vie passe vite en fait. Et il y a plein de choses que tu as envie de faire dans ta vie que tu peux faire quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, quand tu as 35. Puis à un moment donné, ces rêves, ils vont mourir avec toi, ils vont mourir avec le temps. Si tu as toujours eu l'envie d'escalader le Mont Blanc, bah, fais-le en fait dans les prochaines années et attends pas. Et j'ai malheureusement autour de moi des gens qui, qui disparaissent, qui meurent, tu vois, tu sais pas. Donc en fait, c'est bien beau de bosser tout le temps et je l'ai fait pendant longtemps et ça m'a appris plein de choses et j'ai eu un succès financier. Donc merci, je touche du bois, génial. Mais à la fin de la fin, je suis plus heureux là maintenant depuis que je prends le temps de me demander ce que j'ai envie de faire, de réaliser ses rêves. Quand je dis rêve, c'est pas forcément des rêves, tu vois, waouh, c'est juste de faire des trucs que j'ai envie de faire. Et donc la leçon que j'ai apprise sur ces 85 rêves, c'est que déjà, on n'a pas idée à quel point on peut accomplir beaucoup de choses dans sa vie, que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont possibles et que le temps passe vite. Et donc, Marocco, si vous m'entendez, franchement, il y a un exercice tout simple, hein. Juste prenez une demi-heure, prenez une feuille de papier et écrivez 15 rêves. Juste 15 rêves. Rien que de les écrire, vous allez voir, déjà, ça va vous faire plaisir. Et puis, ça, c'est un exercice de se reconnecter avec ses rêves. Et ces 15 rêves, bah, c'est des choses que vous avez envie de faire. Et donc, moi, je vous conseille juste d'essayer d'organiser un tout petit peu votre vie pour essayer qu'un jour, ces trucs-là arrivent. Parce que le pire, je pense, dans ma life, c'est de mourir avec des regrets, non? Et justement, c'est ce que j'allais te poser. C'est quoi pour toi la différence entre un rêve et un désir? Grande question de ce qui est inatteignable et ce qu'on a envie sur un moment précis. Euh, Bah en fait, Je moi pense, je mets tout dans la même catégorie. Un rêve, un challenge, un désir, une envie, peu importe. C'est quelque chose que tu as envie de faire, que c'est quelque chose qui te motive, c'est quelque chose qui t'attire, c'est quelque chose dont tu rêves. C'est là, quoi. Maintenant, il faut prendre ce truc-là et le transformer en objectif. Et donc moi, ma stratégie, et je coach des gens là-dessus, c'est de rendre les choses mesurables, de décomposer, de mettre des étapes, de rendre les choses concrètes, en fait. Demain, tu as toujours envie de courir un marathon. Bah, avant de faire un marathon, il faut savoir courir 20 km, il faut savoir courir 10, il faut savoir courir 5. Tu as, j'en sais rien, envie de faire ça, bah, c'est pareil. Donc, rêve, en c'est fait, ma galvaudé comme question, mot, tu vois. c'était plus dans le sens, et c'était pour rejoindre un petit peu ce que tu disais. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas voir plus loin et se donner des objectifs de rêve parce que pour eux, ils sont irréalisables parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne se donnent pas le temps et la possibilité d'y atteindre. Et du coup, c'est comme si tu avais un plafond de verre qui se pétait et qui descendait, ou bah, même tes rêves, tu vas les voir plus petits parce que tu te dis, je ne peux pas les atteindre, c'est pas réalisable, c'est pas pour moi. Mais, Et ouais, mais la plupart des rêves enfin, la plupart des rêves sont irréalisables et inatteignables à l'instant T. J'ai jamais vraiment trop couru de ma vie. L'année dernière, j'ai fait mon premier 100 km. Ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître très cliché, mais c'est vrai. Genre, j'ai jamais trop lu. Et là, je suis à mon 160e livre tu vois, je sais plus, en 500 jours. Je lis un livre tous les 5 jours, maintenant. Mais
comment lire tous les 5 jours ou courir 5 km, c'est inatteignable au moment où je me suis décidé de faire ce challenge. Mais par contre, petit à petit, l'inatteignable est devenu atteignable. C'est-à-dire que aujourd'hui, courir 5 km, c'est inatteignable. Mais par contre, si je te dis bien, on fait 1 kilomètre tous les jours, tu vas me dire, c'est atteignable 1 kilomètre tous les jours. Quand on aura fait 1 kilomètre tous les jours, je te dis, c'est quoi, Vincent? Maintenant, on va faire 2 kilomètres tous les jours. On va faire 2 kilomètres, et 3, et 4. Et un, alors, ça va prendre du temps pour certaines personnes. Ça me Mais toi, raconte, ça me rappelle l'anecdote de Mike Horn, je sais pas si tu l'as entendu, l'anecdote sur quand il était petit. non. En fait, tu as Mike Horn qui, tous les matins, pendant qu'il était petit, il allait courir derrière son père. Et il n'arrivait jamais à rattraper son père. Et à chaque fois, là où Mike Horn s'arrêtait, son père faisait un trait à la craie. Et chaque matin, Mike Horn arrivait à dépasser ce trait-là. Et un jour, tu as Mike Horn qui dit à son père, Papa, t'es mon modèle. Vraiment, je t'adore. Et il dit, non, 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 c'est toi mon modèle. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'à l'époque, chaque matin, j'allais courir? Et t'as Mike Horn qui dit, bah non. Il dit, parce que chaque matin, mon objectif à moi, c'était de dépasser ton trait pour que tu en fasses un plus loin. Et en fait, l'anecdote est génialissime parce que c'est exactement ce que tu es en train de dire. Il ne s'est pas Ouais, rendu compte que c'est la c'est lui qui se stratégie. dépassait lui-même. Ouais. Ouais, je pense que plutôt se dire que c'est réalisable, c'est plutôt se demander comment je peux décomposer et faire une première étape. Quand je veux quitter mon job, peut-être que la première étape, c'est de mettre à jour son LinkedIn. Quand je veux faire un tour du monde, peut-être que la première étape, c'est de faire une liste de pays dans lesquels on voudrait être. Quand j'ai envie de, je sais pas, passer plus de temps de qualité avec les enfants, peut-être qu'il faut définir qu'est-ce que c'est un temps de qualité avec son enfant. Enfin, tu vois, c'est juste, c'est un mindset, mais qui est partagé par beaucoup de gens qui font du développement personnel. Hein. C'est celui-là, quoi, de décomposer et de faire un petit pas en avant. Tu l'as toujours fait, hein, si j'ai bien compris, Minute Buzz, c'était parce que tu en avais marre de l'information négative, tu voulais quelque chose de positif, et aujourd'hui, tu les accompagnes avec ta bref là-dessus. Donc, est-ce que Ouais. ce ne serait pas ton ADN personnel de chercher le positif dans tout? Ouais, je pense que, ouais. Après, ça se travaille. Je pense que le positif, plus tu vois les choses positivement et plus, en fait, les choses deviennent positives. Donc, j'ai toujours eu ça fait 20 ans que je crée des boîtes, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, j'ai toujours eu ce côté entrepreneur, donc c'est juste un muscle, en fait, que j'ai travaillé où dès que j'ai une idée, je me dis, pourquoi pas, ça va marcher, quoi. Et je prends un mur, je me relève, je dis, je sais pas, ça va pas marcher. On va tester autre chose. Et tu dis, je pense que ça va marcher. Et puis là, tu reprends un mur, tu vois, non, ça marche pas du Du tout. coup, tu t'es mis à l'escalade maintenant. Ouais, et c'est- tu vois, toutes ces phrases, c'est vrai, en fait, tu réussis à partir du moment où t'arrêtes pas de continuer, quoi. Si t'arrêtes de continuer, c'est un échec, mais tant que tu t'essayes, bon. Et c'est Churchill qui disait ça, je pense, il faut aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. Et ça, c'est un muscle qui se travaille, je pense. C'est-à-dire que tu n'es pas entrepreneur, tu n'es pas complètement enthousiaste. J'ai été conditionné dans ma vie d'enfant aussi à être, tu vois, comme ça, et ça joue. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se travaille. Moi, je vois à quel point j'ai changé en 4 ans. Je pense que tout le monde peut changer en 4 ans, en 5 ans, en 10 ans. C'est juste que ça prend un peu de temps des fois, mais mieux vaut tard que jamais. C'est ça, il faut ouvrir les yeux. Et tu arrives à porter cette patte quand tu fais de l'investissement. L'investissement, c'est venu après avec l'argent que tu avais, je suppose, Ouais, il y a déjà avec la l'investissement. vente, le fait qu'il faut Ouais, investir un peu. ouais, je fais des investissements pure business angel. Après, j'aime bien aussi, c'est investir un peu de temps, parce que ce qui m'excite moi quand même, c'est les débuts de projet. C'est avoir une idée et la matérialiser sur une idée de business model et faire en sorte qu'elle grossisse. Donc, là, typiquement, à Lisbonne, j'ai investi dans un club et je passe quand même pas mal de temps. Ça s'appelle 1000 Clubs et en gros, on connecte les Portugais et les étrangers pour essayer de réduire la distance entre les étrangers et les locaux. Et ça part d'une idée, puis en fait, tu passes un peu de temps. Donc, c'est vraiment ça que j'aime bien. Tu mets un peu d'argent, mais tu mets aussi un peu de temps. Et j'aime bien les débuts, en fait. Voilà, comme tout le monde. Hein. Mais moi, j'aime bien les débuts où il y a une petite idée, il y a une traction, tu sens un truc, mais il manque juste un peu, tu vois, de structure, il manque un peu de système de productivité, d'efficiency, tu vois. Et ça, c'est vraiment ma cam, quoi. Ouais, et puis c'est le plus excitant parce que ça évolue assez vite et il n'y a pas trop de synergie à déplacer pour que ça change. Trop cool en tout Ouais. cas. Mille merci à toi. Maintenant, Et avec puis, plaisir. en tout cas, je vais continuer à regarder l'évolution de TimeLeft. Ça a l'air pas mal. Ça se Bah télécharge ouais. sur le téléphone? C'est Timeleft, ouais, c'est sur iPhone et on a lancé un nouveau prototype. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle timeleft.com/IRL, qui est un truc assez Ok. marrant qu'on a lancé hier pour la première fois, qui est tu fais un test de personnalité et ensuite on organise des dîners où tu connais rien des personnes, donc tu te pointes dans un restaurant et pour la première fois tu vas à dîner avec 5 personnes que tu n'as jamais vues.
jamais échangé, mais qui ont un indice de compatibilité fort avec toi. En CCIR, c'est un carton, donc je vous conseille d'aller voir ça. On a Et le si droit de jamais vous leur pouvez me filer des retrouver cartes sur de visite. Instagram Maxime Barbier aussi ou Substack, j'ai une newsletter. Si jamais vous aimez les contenus sur le développement personnel, n'hésitez pas. Bah, avec grand plaisir, on la mettra dans le lien. Bah, Trop mille bien. merci à toi. Bon Merci. après-midi. Ciao. Salut.